Donc, bonjour à tous. Merci à Global Watch de m'avoir invité à vous présenter nos travaux de recherche aujourd'hui. Merci aussi à Catherine et Marie-Claude pour nos différentes réunions, la richesse et la convivialité des échanges. C'était vraiment très, très intéressant de partager et de préparer cette journée. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Bon. C'est parfait. Donc, comme le disait Marie-Claude, donc j'ai déjà fait une petite capsule vidéo pour vous donner un peu le cadre de ce que sont les incivilités ou les cyberincivilités au travail, leurs effets à la fois sur les individus et sur les organisations. Ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de vous parler un peu plus en détail, d'approfondir en tout cas cette question pour mieux comprendre les contextes de développement de ces incivilités. L'idée étant de pouvoir agir sur ces phénomènes. Alors, cette présentation, comme la petite capsule vidéo que j'avais réalisée, elle s'appuie sur plus de 5 ans de recherche dans le cadre de notre programme Civilinum, qui sont des recherches interdisciplinaires. Donc moi-même, je suis chercheur en communication, mais je travaille avec des gens qui sont en sociologie du travail, en psychologie du travail, voilà, sur plusieurs choses. Alors, dans un premier temps, je vais donc, comme le disait Marie-Claude, vous rappeler quelques éléments qu'on pouvait trouver dans la capsule vidéo, hein, notamment une petite définition des incivilités numériques au travail. Ensuite, dans un deuxième temps, et c'est le cœur de l'exposé, je vais vous parler des contextes de développement qui vont favoriser ou expliquer les incivilités numériques dans le cadre des organisations. Et puis, enfin, en guise d'ouverture, je ne dirais pas de conclusion, mais plutôt d'ouverture, je reviendrai sur des éléments de préconisation qui sont issus des constats qu'on aura fait précédemment. Voilà, alors, cyberincivilité professionnelle ou incivilité numérique au travail, de quoi parle-t-on ? Alors, première chose, ces cyberincivilités, ce sont des incivilités. Alors, les incivilités, on les définit souvent comme les violences ordinaires, les 1000 petites agressions qui nous gâchent la vie. Ce sont, nous on dit généralement, des comportements en violation des normes de respect mutuel propres au lieu de travail. Ce sont des comportements de faible intensité, et qui ont pour caractéristique d'avoir une intention ambiguë de nuire. Les incivilités agissent dans les organisations comme des stresseurs chroniques qui produisent des environnements de travail nocifs pour les individus. Dernier point sur ces incivilités en général, mais qui sont applicables aux incivilités numériques au travail, la perception des incivilités dépend des individus, bien sûr, mais également de la qualité des relations et des contextes organisationnels. Alors, quand on parle de cyberincivilité, ce sont des incivilités qui se développent dans le cadre d'interactions médiatisées par les outils numériques. Alors, à l'origine de nos travaux, les entreprises s'intéressaient essentiellement à la messagerie électronique, mais vous le savez, donc depuis la période de pandémie, alors ça avait déjà commencé, mais le nombre d'outils et de dispositifs à notre disposition pour communiquer à distance dans les organisations s'est multiplié. Je vous en parlerai un peu après. La caractéristique de nos travaux, c'est qu'on s'intéresse aux cyberincivilités entre membres d'une même organisation. Ça signifie qu'on laisse de côté un autre pan de la littérature qui est aussi très intéressant, mais dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, qui est celui des incivilités numériques avec les publics extérieurs. Voilà, donc moi, c'est vraiment entre membres d'une même organisation. Alors, quelle différence, alors je fais rapidement, je l'ai détaillé dans la vidéo, mais quelle différence entre incivilité au travail et incivilité numérique au travail ? Bien, première chose, les technologies numériques, elles vont prolonger en ligne des environnements conflictuels ou incivils qui existent par ailleurs. On peut également considérer, et moi évidemment, chercheur en communication, c'est une chose qui m'intéresse, que les médias qui vont prolonger, relayer, supporter nos échanges, ils ne sont pas neutres et ils ont des caractéristiques propres qui influencent la relation et l'interprétation des messages.
Pour le dire autrement, un même message qui va être communiqué par mail, via WhatsApp, en visioconférence, il ne sera pas construit de la même manière et il ne produira pas les mêmes effets sur les individus. Donc ça, c'est un deuxième point. Et troisième point, ces technologies numériques, elles ont un potentiel inédit, tout à fait nouveau, de production et d'interprétation des incivilités. Alors, je ne reviendrai pas, je le commentais dans la vidéo, à travers le manque d'indices contextuels, propre à la plupart de ces outils, le sentiment de ce qu'on appelle le sentiment de désinhibition numérique, le fait d'être caché derrière l'écran, et puis un potentiel de diffusion et d'exposition des incivilités, sans aucune mesure avec le présentiel, à travers le buzz, les traces qu'on peut laisser. Voilà. Je ne reviens pas trop longuement là-dessus. En tout cas, ces incivilités, elles peuvent passer d'une part par la forme des contenus échangés, donc contenus verbaux, contenus non verbaux. Elles peuvent aussi passer par des usages qui seraient non appropriés de certains outils, qui vont entraîner la pression, la surcharge, le blurring, vous savez, cette confusion entre vie professionnelle et vie personnelle. Enfin, elles peuvent être directement intégrées au design technique à travers des réponses automatiques, des configurations par défaut. Voilà, donc ça c'était un petit peu un retour sur ce que je vous ai dit dans la vidéo. Et pour compléter cette partie-là, je vous propose, pour compléter cette définition, de revenir sur une enquête qui est en cours en ce moment, alors que nous avons, le sondage est passé en France en juin 2021, donc juste avant l'été, auprès de 1000 télétravailleurs représentatifs de la population des télétravailleurs en France. Alors, c'est une enquête qui est en cours, mais je vais déjà vous donner quelques informations. Ça complète cette vision des incivilités. Alors, on a interrogé ces télétravailleurs à la fois sur la fréquence des incivilités et aussi sur la gêne occasionnée par ces comportements. Le tout sur différents canaux, messagerie électronique, évidemment visioconférence, messagerie instantanée, plateformes diverses. Donc là, on est au cœur de cette période de pandémie et donc ce qui nous intéressait, c'est de voir comment ces incivilités avaient évolué en période de ce que nous, on appelle le télétravail gris. Je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, ou télétravail forcé, celui qu'on a vécu pendant la période de pandémie par opposition à un télétravail qui est organisé, qui existe depuis longtemps dans les entreprises. Alors, donc, on va produire bientôt un document que j'enverrai tout de suite à Catherine et Marie-Claude qui pourront vous le diffuser, de résultats de ces études, mais déjà quelques informations. Donc, la première, c'est que les tendances repérées avant la période de la pandémie sont renforcées, confirmées. Alors évidemment, il y a pléthore de nouveaux outils qui se sont développés. Évidemment, les choses se sont accrues, développées davantage, mais les tendances sont confirmées. Autre point, les incivilités les plus fréquentes concernent toujours la messagerie électronique. C'est toujours le média le plus utilisé par les télétravailleurs. La fréquence et la gêne, d'autre part, varient en fonction du statut, cadre, non cadre, nombre de personnes encadrées, et là encore pas de surprise, les cadres sont toujours les plus exposés à la fois à la fréquence et à la gêne des incivilités numériques. Autre point, les incivilités les plus fréquentes, les incivilités sont plus fréquentes dans les grandes entreprises et dans le secteur privé. En revanche, elles sont vécues comme plus gênantes dans le secteur public. Autre point, je voulais vous donner quelques exemples de ce qui est considéré comme très gênant par les répondants. Donc, dans le cadre de la messagerie électronique, la première réponse, c'est les messages sans réponse qui nuisent à l'avancement du travail. Donc, pour 50% des répondants, c'est l'absence de réponse aux messages qui empêche d'avancer. Ensuite, on retrouve les injonctions sans discussion possible, toujours par mail, et les messages répondre à tous et les mises en copie excessives qui viennent encombrer la boîte de messagerie.
Donc ça, c'est pour la messagerie électronique. Pareil, quelques exemples, ça sera bien plus dense dans ce qu'on va donner. Sur la visioconférence, ce qui gêne énormément les répondants, c'est les participants qui coupent la parole ou la monopolisent et les participants qui téléphonent sans désactiver la caméra. Bon, il y a plein d'autres choses, mais ça, je voulais vous donner quelques éléments. Dernier point sur cette enquête qui me semblait intéressant de vous livrer. On a posé une question ouverte à la fin de l'enquête sur la façon dont cette période de télétravail forcé avait modifié les modes de communication professionnelle. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on trouve des réponses très polarisées. C'est-à-dire qu'il y a quasiment la moitié des répondants qui répondent dans un sens et puis l'autre moitié dans l'autre sens. Et donc, les deux types de réponses, c'est d'un côté, les relations étaient certes plus compliquées, mais il y a eu plus de compréhension, plus de bienveillance, plus d'empathie entre les personnels. Et de l'autre, à l'inverse, l'autre moitié qui dit on a eu des conflits comme jamais, ça s'est extrêmement mal passé, c'était un moment très difficile. Donc là, on peut dire que c'est vraiment les contextes organisationnels qui vont déterminer la façon dont les communications ont pu se dérouler. Et donc justement, ça me permet d'assurer la transition. Je vais vous parler de ces contextes organisationnels qui favorisent ou qui permettent le développement des incivilités numériques. Alors, donc cette synthèse, elle est issue des travaux, notamment de beaucoup de terrains qui ont été menés en 2019-2020. Un petit rappel, je vous l'ai déjà dit, dans la mesure où je suis chercheur en communication, je ne vais pas m'intéresser spécifiquement aux individus, dans la mesure où en me disant, bon, ça, il serait plus individualiste, plus carriériste, il s'intéresserait davantage, il serait plus incivil. Je ne m'intéresse pas non plus à la société en général, je ne suis pas sociologue, donc je ne m'intéresse pas à l'évolution, la montée en puissance des violences dans la société. L'angle ou la focale de la communication, c'est notamment de la communication organisationnelle, c'est de s'intéresser aux facteurs organisationnels et au rôle que jouent les moyens de communication dans la reconfiguration de nos communications au travail. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce que font les psychologues sur les individus, c'est pas hyper intéressant, sur les sociologues sur la société, mais en tout cas, c'est pas mon regard. Voilà. Alors, de ce point de vue, nous, dans le cadre du programme, les incivilités numériques, elles sont envisagées comme symptômes d'une évolution des logiques techniques et organisationnelles en cours dans les organisations. Alors, je ne reviens pas, on pourra en parler 2 heures, mais c'est la succession et la multiplication des outils de communication, c'est l'évolution des modes de management, évidemment. Les technologies numériques, de ce point de vue-là, elles peuvent, sinon déclencher, au moins révéler ou accentuer tout un ensemble de problématiques contemporaines du travail. D'où l'intérêt d'aller regarder d'un peu plus près ces incivilités. Donc là, je vais citer les principaux éléments qui ressortent dans nos études sur ces contextes de développement. Alors, premier grand constat, c'est celui de la banalisation et de ce qu'on pourrait appeler la cécité ou la myopie organisationnelle, qui permettent la prolifération des violences ordinaires et isolent les individus. Alors, les incivilités numériques au travail, je pense que j'en ai parlé un peu dans la vidéo, on sait qu'elles sont très nombreuses, de plus en plus nombreuses, on sait qu'elles ont des effets importants sur les individus et sur les collectifs, et pour autant, ça n'est pas un sujet de discussion dans les organisations. Tout se passe comme si elle constituait, oui, je crois que je vous l'ai mis, une nouvelle norme de travail, une nouvelle manière de communiquer dans le cadre des organisations. Alors ça, pour plusieurs raisons, qui sont bien évidemment très intriquées. Du côté des organisations, à travers des phénomènes d'euphémisation. Ce qu'on me dit, c'est finalement, c'est pas si grave. On a d'autres préoccupations bien plus graves, notamment les publics externes. Il y a des choses plus urgentes. Donc, bon, c'est pas ce qui nous importe le plus. Et à travers des phénomènes de cécité ou myopie organisationnelle. Donc, à la fois, on ne veut pas voir, mais le plus souvent, on ne voit pas parce que les informations ne remontent pas. Donc,
Ben, voilà, c'est pas très important parce qu'en même temps, c'est pas un sujet vraiment dans l'organisation. Et pourquoi est-ce que les informations ne remontent pas? Parce que du côté des individus, il y a des phénomènes d'autocensure qui se mettent en place et d'indifférence face à des violences ordinaires que les salariés estiment partie intégrante des nouvelles normes du travail. On nous dit, bah, le travail maintenant c'est comme ça, sans plaindre, c'est se faire remarquer, c'est se démarquer. Résultat de ces phénomènes très intriqués, ben, on retrouve des individus qui sont à la fois isolés et surresponsabilisés par rapport à ces phénomènes de dysfonctionnement de la communication au travail. Donc d'une part, parce que contrairement aux incivilités, ça c'est sur la partie isolement, c'est intéressant. Contrairement aux incivilités en présentiel, des incivilités qu'on va vivre en réunion, dans un couloir, quand on reçoit les incivilités derrière son écran, on est seul, sans témoin, sans soutien, sans commentaire de ses collègues qui vont permettre de se sentir solidaire, de désamorcer. Donc il y a de fait, avec les incivilités numériques, cette question de l'isolement. Et d'autre part, parce que, donc sur la surresponsabilité, les phénomènes d'incivilité numérique, quand ils sont discutés ou quand ils sont publicisés dans l'organisation, notamment à travers, je pense que vous avez tous ça, hein, des chartes par exemple dans l'entreprise, on renvoie toujours à la responsabilité des individus en disant, bon, ben, il faudrait faire attention, penser à l'autre, penser au moment où vous envoyez des messages et pas à des dysfonctionnements organisationnels plus larges. Donc finalement, se plaindre d'incivilité numérique au travail, soit, là aussi c'est intéressant, on s'en plaint soit parce qu'on s'estime victime, soit parce qu'on est contraint d'en produire, parce que les logiques du travail nous obligent à en produire. Donc s'en plaindre, ça apparaît comme une marque de vulnérabilité au travail. Il y a des salariés qui nous disent, bah oui, bah, si on dit ça, on va dire que c'est parce que je ne sais pas gérer, je ne sais pas m'organiser, je ne sais pas prendre de la distance dans mes communications au travail, je me laisse déborder. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à cet isolement, cette autocensure des individus. Et puis ensuite, là, il y a une spirale négative qui se met en place, c'est que absence de débat, absence de publicisation de ces phénomènes, donc banalisation dans l'organisation, ça entraîne le refus d'en parler, l'autocensure des salariés, donc le silence. Comme il y a silence, ben, ça ne remonte pas au niveau du management, donc on n'en parle pas et puis on s'en sort plus. Voilà, donc ça c'est un premier point. Deuxième grand constat de nos travaux, c'est celui du flux, vous le savez bien, flux ininterrompu d'outils, avec une absence de règles partagées qui nuisent à la qualité des échanges. Donc ça, on le sait, les outils qui organisent les coopérations, la coopération au travail, les outils se succèdent, voire ils se juxtaposent. Nous, on parle d'effet millefeuille, vous savez, c'est les uns par-dessus les autres, sans qu'on prenne le temps de former et surtout de cadrer les usages. Donc, former aux techniques, c'est une chose, vous savez, on explique comment marche l'outil, c'est nécessaire, mais expliquer comment on va l'utiliser au sein des organisations, ça, c'en est une autre, et surtout au sein des équipes de travail. Alors, ce qui est incroyable, nous, ce qu'on sait en communication, c'est que, par exemple, dans la communication de face à face, les règles qui permettent de cadrer ces communications, on les apprend, c'est un apprentissage qui commence depuis l'enfance et qui se déroule tout au long de la vie. Quand on parle, par exemple, des échanges épistolaires en organisation, on apprenait à écrire une lettre avec des codes extrêmement stricts qui ne laissaient pas planer le doute sur quelle était la formule de politesse qu'on pouvait mettre et où est-ce qu'on écrivait l'adresse. Aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une espèce d'oubli de cette évidence historique qu'à partir du moment où il y a un nouveau média qui se met en place, ça nécessite de penser les règles qui organisent les échanges. Alors, j'ai montré justement dans plusieurs articles à partir de plusieurs terrains que l'essentiel des incivilités qu'on retrouve entre membres d'une même organisation, c'est des incivilités qui sont non intentionnelles et qui sont liées à cette absence de cadre. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très important à prendre en compte.
Donc c'est souvent une non-entente entre les interlocuteurs sur la façon dont les outils doivent être utilisés et avec une absence d'arbitrage de la part des organisations et des managers. Donc évidemment, moi je parle toujours ici d'un cadre appliqué à l'échelle des équipes de travail et non de chartes qui seraient très généralistes et qui sont rarement respectées. Troisième constat, des phénomènes de surcharge qui nous amènent à instrumentaliser nos collaborateurs et à négliger les relations. Donc là, je parle bien de relations, pas d'échange d'informations, mais les relations de travail au sens plein. Donc, dans des situations professionnelles de forte charge cognitive, hein, que vous connaissez, de multiplication du travail à distance qu'on vient de vivre, de diminution constante des moments informels de socialisation et de travail en commun, on va constater des tendances à traiter les individus en objets, à les chosifier, à ne plus les considérer qu'au prisme finalement de leur fonction et du service qu'ils vont nous rendre pour accomplir notre mission. Les individus avec lesquels nous travaillons, ils perdent alors leur statut d'humain, de collègue, pour devenir des instruments au service de nos missions dans l'organisation. Donc, là aussi, se met en place une espèce de spirale négative, c'est-à-dire que les incivilités, elles vont participer à la dégradation des relations de travail, et les relations de travail dégradées, elles vont contribuer à produire des incivilités. Donc finalement, la dégradation des relations de travail, elle est à la fois origine et aboutissement des incivilités numériques au travail. Et dans ce contexte, les individus se sentent isolés et ont quelquefois le sentiment, ils nous disent, de devenir des machines à produire. Les relations professionnelles, elles sont réduites à leur strict minimum et ça joue évidemment directement sur le sentiment d'appartenance à l'organisation et sur la motivation. Et juste pour conclure sur cette partie-là, juste là-dessus, c'est souvent, on retrouve des équipes qui vont être surinvesties, qui vont énormément travailler, qui vont être immergées dans un flux continu de messages et d'informations, mais qui ne font plus groupe, qui n'ont plus le sentiment de participer à un collectif et qui perdent leur motivation collective dans le travail. Autre constat, des incivilités numériques comme adaptation aux contraintes du travail. Là encore, les incivilités numériques peuvent apparaître comme des stratégies de résistance face au trop-plein. Bon, l'objet ici, c'est pas de revenir sur les pathologies actuelles du travail, hein, que vous connaissez bien, bureaucratisation, j'en ai déjà parlé, surcharge cognitive, infobésité, blurring, etc., etc. Dans ce contexte-là, bien souvent, je ne sais pas si ça vous parle, mais on est conscient d'être un civil, mais face à la charge de travail et au flux d'informations, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a un côté je me sauve comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et cette situation, elle peut être tout à fait aggravée par un sentiment de culpabilité de ne pas donner suffisamment de temps pour entretenir nos relations de travail et de manquer d'empathie vis-à-vis de nos collègues. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne peut pas donner le temps nécessaire à la relation, mais en même temps, on culpabilise de ne pas le faire. Donc là, dans ces contextes, les individus mettent en place, donc consciemment ou inconsciemment, des nouvelles manières de coopérer et de communiquer qui sont relativement efficaces compte tenu de leurs contraintes et des sources à leur disposition. Et là, on retrouve à la fois des formes passives ou plus actives d'adaptation. Donc là, je vous mets quelques exemples. Dans les formes passives, qui peuvent être tout à fait inconscientes, on citera par exemple la diminution des formules de politesse, la non prise en compte des horaires ou de la charge de travail de nos collègues, la non-réponse aux sollicitations, ce qu'on appelle nous les bouffées passionnelles. Vous savez, c'est le mail du vendredi soir qui fait cocotte minute, là, pof. Ou ce qu'on appelle aussi le syndrome de la patate chaude, c'est que vous recevez une injonction à faire et puis pof, transfert aux copains sans commentaire, sans prendre en considération ses priorités.
Donc ça, c'est dans les formes passives. Et puis, dans les formes plus actives, celles qui sont revendiquées, on va retrouver les agendas remplis de façon fictive pour ne pas être dérangé, l'absence de réponse aux mails pour réguler le flux ininterrompu de sa messagerie, les icônes indisponibles qui sont cochées en permanence, le refus d'utiliser certains outils selon les normes recommandées par l'organisation, etc., etc. Donc là, dans ce cadre-là, sur ce contexte-là, les incivilités, elles apparaissent comme des réactions face à une organisation du travail et des outils qui finalement nous dépossèdent de notre temps de travail, de notre espace de travail et puis souvent de notre cœur de métier. Autre contexte, au-delà de l'adaptation, les incivilités numériques peuvent aussi être la marque d'un désengagement plus large vis-à-vis de l'organisation ou vis-à-vis du collectif. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la littérature depuis quelque temps. On se rend compte que les formes de contestation et de désengagement vis-à-vis de l'entreprise, elles ont évolué dans les entreprises contemporaines. Donc là où dans les industries de l'après-guerre, on s'intéressait aux grèves par exemple, au sabotage, aujourd'hui, la contestation, elle est marquée par des formes plus insidieuses de désengagement, mais plus systématiques aussi, qui sont à la fois actives et invisibles. Et dans ces formes, on retrouve bien sûr les incivilités au travail qui marquent ce désengagement au même titre que le cynisme, l'humour. Bon. Donc c'est une partie qui reste à documenter, mais on voit bien ici l'intérêt qu'il y a à s'intéresser à ces manifestations qui sont révélatrices d'un climat interne. Donc j'ai mis des espaces de liberté qui permettent de manifester sa réprobation tout en restant en deçà de la sanction. Dernier constat, alors je ne suis pas exhaustif, il y en a peut-être d'autres, mais c'est que ceux qui me semblaient les plus intéressants. Les incivilités numériques comme réponse ou prolongement de conflits organisationnels non résolus. Alors, les travaux les plus anciens sur les incivilités, notamment en psychosociologie, ont montré que les incivilités, par des effets de spirale, pouvaient dégénérer vers des conflits, sous certaines conditions. Donc c'est une chose qui est prouvée. Nous, dans nos travaux, ce qu'on montre en complément de ça, c'est que ces incivilités, elles peuvent aussi être le symptôme de difficultés relationnelles et de conflits qui préexistent. Elles viennent révéler des difficultés relationnelles. Pour le dire autrement, on se rend facilement compte qu'on va pardonner une maladresse à une personne avec qui on a de bonnes relations. On ne pardonnera pas ou même on va surinterpréter une maladresse venant d'un interlocuteur quand le contexte relationnel est délétère. Donc dans ces contextes-là, les incivilités numériques, voilà, elles vont ressortir à la fois comme symptômes, mais aussi comme preuve ou comme trace qu'il faut prendre au sérieux parce que c'est des conflits larvés qui sont là sous-jacents. On a fait une enquête auprès de médecins du travail et pour eux, quand le conflit et la souffrance existent par ailleurs, les incivilités numériques sont convoquées au titre de preuve et d'objectivation du problème. Donc c'est quelque chose qui est pour les médecins du travail assez important. Alors, j'en ai fini avec ces éléments de contexte. Je suis très chronométrée, donc fais attention. En guise donc, au vu de ces constats, issus des travaux de recherche, on peut commencer à dessiner quelques grandes lignes de préconisation, en tout cas de mon côté, des grandes lignes, mais je sais que tout le travail que vous allez mener après en atelier va permettre d'affiner cette question-là. Alors, première chose, pour moi, premier résultat de ces différents constats, lutter contre les excès du flux, l'urgence et la surcharge informationnelle. Alors, si je reviens à l'enquête que nous sommes en train d'analyser sur le télétravail, la variable qui explique le plus à la fois la fréquence et la gêne occasionnée par les incivilités, c'est une variable que nous avons nommée
contrainte temporelle. Derrière cette variable contrainte temporelle, il y a plusieurs indicateurs. Il y a la surcharge de travail, la multi-activité et la porosité des frontières pro-perso. Cette variable contrainte temporelle, elle explique le phénomène des incivilités numériques à hauteur de 40%. Ça veut dire que tout le reste des contextes que je vous ai présentés, c'est multifactoriel. Donc vous voyez comme c'est important. Alors à la fois, les incivilités vont bien sûr participer à amplifier la surcharge et la pression. C'est bien, hein, ça augmente la surcharge, mais surtout, ces incivilités, elles sont une conséquence directe de la surcharge et de la pression. Donc sur ce point en particulier, ni les chartes, ni la sensibilisation, ni la formation aux outils ne permettront de résoudre complètement cette problématique des incivilités numériques au travail. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, lutter contre la banalisation des violences ordinaires au travail, c'est refuser à l'échelle de l'organisation, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, un contexte de communication incivile et délétère. Et le refuser, c'est permettre aux individus, dans un deuxième temps, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir le refuser à leur tour. C'est-à-dire que si on débat de ces questions, on ose ne plus faire et on ose ne plus accepter. Et du coup, on rentre dans un cercle beaucoup plus positif. Troisième point, redonner du cadre à nos échanges médiatisés par les techniques. Donc, je vous l'ai dit, hein, pas uniquement au niveau des chartes générales qui sont peu lues, peu suivies, pas forcément pertinentes, mais bien au niveau des équipes de travail. Quatrième point, redonner du lien, lutter contre l'atomisation des individus au travail. Donc ça, c'est redonner du sentiment d'appartenance à un collectif qui motive, mais aussi qui va amortir les phénomènes d'incivilité. C'est-à-dire, c'est quand on est plusieurs, quand on se sent solidaire, qu'on va mieux supporter un certain nombre d'agressions qu'on va vivre par ailleurs au travail. Et dernier point, permettre le développement d'un cadre relationnel de qualité pour désamorcer les incivilités, donc à la fois la production des incivilités, mais également l'interprétation ou la surinterprétation. Alors, pour conclure, deux principaux éléments, je crois, à retenir de ces différents travaux. Le premier, pour moi, c'est de dire et de redire aux entreprises, pour moi ça c'est quelque chose d'important, les cyberincivilités ou la violence numérique ordinaire dans le cadre du travail et entre collègues, ça n'est pas une fatalité. Ça n'est pas quelque chose contre quoi on ne pourrait pas lutter, parce que c'est le fruit d'une construction humaine et qu'à ce titre-là, ça peut être déconstruit. D'une part, donc une construction humaine, donc ça peut être déconstruit, et d'autre part, parce que c'est le symptôme d'autres phénomènes sur lesquels il est possible d'agir. Donc ça, c'est un premier point qui me semble vraiment important et que je voulais vous livrer. Le deuxième point, c'est plutôt, je dirais, un paradoxe qu'on constate dans les organisations aujourd'hui, c'est que on n'a jamais autant parlé de l'importance de la communication dans les organisations que depuis une vingtaine d'années. Donc il faut communiquer pour se coordonner, coopérer, réagir, etc. Et en même temps, on assiste à une dégradation très importante des relations de travail et du sentiment et du plaisir d'appartenance au collectif. Donc, ça, c'est le deuxième grand enseignement. Je crois qu'il faut évidemment faciliter la communication au travail, mais pas en multipliant les informations, pas en multipliant les flux, mais en développant des relations de qualité qui vont nous permettre la compréhension la plus juste possible des messages. Voilà, je vous invite, j'en profite, je fais un peu de promo, dans le cadre de Civilinum, on a sorti un ouvrage qui s'appelle Incivilité numérique quand les pratiques numériques reconfigurent les formes de civilité au travail. On présentera cet ouvrage sous forme de webinaire le 16 novembre. Voilà, et puis en ce qui concerne les travaux en cours sur incivilité numérique et télétravail, bien sûr, j'informerai Global Watch de ce que nous faisons. Et je vous communiquerai dans le mail la bibliographie.